Depuis notre naissance, une idée s'est imposée comme une évidence. L'idée selon laquelle, pour percevoir le monde ou quelque chose, il faut être en contact avec lui. Voir nécessite des yeux. Entendre nécessite des oreilles. Connaître une information nécessite de l'avoir apprise. Personne ne vous a jamais demandé de remettre cela en question. Et pourtant, certaines expériences semblent suggérer quelque chose d'impossible. La conscience pourrait parfois accéder à des informations sans passer par les sens. Si cela est vrai, même en partie, alors nous ne comprenons peut-être pas encore ce qu'est réellement la conscience. Imagine un instant. Tu es assis dans une pièce vide, pas de fenêtre, juste une table, une chaise, un stylo et une feuille de papier blanc. En face de vous, un inconnu. Il ne te dira presque rien. Il te tend simplement une enveloppe scellée. Tu ouvres l'enveloppe et à l'intérieur, rien qu'une série de chiffres. Pas une adresse, pas un seul nom. Juste des coordonnées géographiques d'un point perdu sur la planète. Tu n'as jamais vu cet endroit et tu ne sais même pas s'il s'agit d'un désert, d'une ville ou d'un océan. Et pourtant, on te demande de fermer les yeux et de décrire exactement ce qui s'y trouve. Qu'est-ce que tu ferais ? La plupart des gens riraient. Ils poseraient le stylo, lèveraient les mains et répondraient que c'est impossible. Que pour voir, il faut d'abord que la lumière touche la rétine. Que l'information ne peut pas voyager sans un support physique. Que l'espace est une barrière absolue. Mais tout le monde ne réagit pas de cette manière. Dans les années 70, au cœur de la guerre froide, cette scène s'est jouée des dizaines de fois. Pas dans un jeu ni dans une expérience de salon, mais dans des laboratoires financés discrètement par le gouvernement américain et les résultats ont troublé tous ceux qui les ont observés. L'histoire commence avec un homme, un ancien commissaire de police californien nommé Pat Price. Un homme ordinaire en apparence. Rien chez lui ne laissait supposer qu'il allait ébranler les certitudes de la science matérialiste. Un jour, des chercheurs lui donnent des coordonnées, juste des chiffres. Ils ne savent pas eux-mêmes ce qui se trouve là-bas. C'est un test en aveugle. Pat Price s'assoit, se concentre quelques instants, puis commence à parler. Il décrit un centre de recherche secret. Il parle de bâtiments en forme de dôme, de grues massives, d'un climat froid et aride, puis il se met à détailler l'intérieur des installations. Il mentionne des salles blindées, des équipements souterrains et même le surnom codé d'une opération militaire. Un nom qu'il n'aurait jamais dû connaître. Les chercheurs l'écoutent, stupéfaits, parce que ces coordonnées, ces simples chiffres sur le papier, pointaient vers un site ultra secret en Union soviétique. Une base militaire perdue dans les steppes de Sibérie où l'URSS développait des armes nucléaires mobiles. Pat Price n'avait pas d'antécédents d'espionnage. Il n'avait jamais voyagé en Russie. Il n'avait aucun accès à des satellites. Il était juste assis dans une pièce vide, les yeux fermés. Et il avait vu. La question inévitable se pose. Qu'est-ce qui vient vraiment de se passer ? Ce phénomène, vous commencez peut-être à le deviner, porte un nom. On l'appelle le remote viewing, ou vision à distance. Une aptitude qui suggère que la conscience humaine pourrait percevoir des informations situées bien au-delà des limites de nos sens physiques, au-delà des murs, au-delà des continents, peut-être même au-delà du temps. Je sais ce que vous vous dites, cela ressemble à un fantasme, une légende urbaine enrobée de mystère. Et c'est précisément ce que pensaient les responsables de la CIA lorsqu'ils ont entendu parler de ces expériences pour la première fois. Ils étaient sceptiques, profondément sceptiques. Mais le problème, c'est qu'ils étaient aussi inquiets. Inquiets parce que des rumeurs persistantes affirmaient que les soviétiques dépensaient des fortunes pour étudier ces mêmes phénomènes. La télépathie, la clairvoyance.
l'esprit comme une arme, alors, malgré leurs doutes, les Américains ont fait la seule chose que l'on fait en pleine guerre froide quand on craint de prendre du retard. Ils ont financé un programme secret. Un programme de plusieurs millions de dollars, pendant plus de 20 ans. 20 ans à explorer cette possibilité vertigineuse. 20 ans à tester les limites de l'esprit humain. 20 ans à se demander si ce que nous appelons la réalité n'est qu'une surface, une fine pellicule posée sur un océan d'informations auquel nous aurions tous un accès inconscient. Aujourd'hui, ces programmes sont officiellement terminés. Les archives ont été déclassifiées. Vous pouvez les consulter, lire les rapports, observer les dessins réalisés par les viewers superposés aux photos satellites prises des semaines plus tard, et constater les similarités troublantes. Pourtant, l'énigme demeure entière, plus entière que jamais en réalité, parce que le remote viewing, aussi fascinant soit-il, n'est peut-être que la partie émergée de l'iceberg. Ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est une porte dérobée vers une question bien plus profonde et plus déstabilisante. Et cette question, la voici. Si la conscience peut s'échapper de la boîte crânienne pour aller glaner une information à l'autre bout du globe, où se trouve-t-elle vraiment ? Est-elle un produit du cerveau ? Une simple sécrétion neuronale comme la bile l'est pour le foie? Ou bien le cerveau ne serait-il qu'un récepteur, une interface biologique syntonisée sur un champ de conscience bien plus vaste qui existerait indépendamment de la matière? Et si voir, savoir, percevoir n'avait jamais dépendu uniquement des yeux, c'est le mystère qui s'ouvre devant nous, et il est bien plus vaste que tout ce que vous pouvez imaginer. Si l'expérience de Pat Price était restée un cas isolé, une bizarrerie statistique, on aurait pu l'oublier, la classer dans le grand dossier des anomalies que la science préfère ne pas regarder en face. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Quelques mois plus tard, un autre homme entre en scène. Un artiste new-yorkais au regard perçant et à l'esprit aussi affûté qu'une lame. Il s'appelle Ingo Swann et ce qu'il va accomplir va forcer les sceptiques les plus endurcis à réviser leurs certitudes, ou au moins à plonger dans un abîme de questions sans réponse. Les chercheurs lui donnent une nouvelle cible, cette fois, ils ne se contentent pas de coordonnées terrestres. Ils décident de voir jusqu'où la conscience peut réellement voyager. Ils pointent leur esprit vers quelque chose qu'aucun œil humain n'a jamais vu de près, la planète Jupiter. Plus précisément, ils demandent à Ingo Swann de décrire les anneaux de Jupiter, à un moment où la sonde Pioneer 10 est encore en route et où la NASA elle-même ignore ce qu'elle va découvrir. Swann ferme les yeux, il respire, et il commence à décrire une ceinture de particules, des bandes de poussière et de glace, quelque chose qu'il visualise comme un halo fin et fragmenté autour de la géante gazeuse. Il dessine ce qu'il voit. Les scientifiques prennent des notes poliment, mais avec un sourire en coin. Parce que tout le monde sait que Jupiter n'a pas d'anneau. Saturne en a, pas Jupiter. C'est un fait établi. Sauf que, quelques mois plus tard, Pioneer 10 arrive à destination. Et les premières données renvoyées par la sonde révèlent une chose stupéfiante. Jupiter possède bel et bien un système d'anneaux. Exactement comme Swann l'avait décrit, les yeux fermés, depuis une pièce sans fenêtre de la côte ouest des États-Unis. Que faites-vous d'une information pareille ? C'est à ce moment précis que le projet Stargate prend une ampleur nouvelle. Nous ne sommes plus dans l'anecdote. Nous sommes au cœur d'une énigme qui défie les lois de la physique classique. Et le gouvernement américain le sait. Sous la direction de physiciens de renom comme Al Puthoff et Russell Targ, chercheurs au Stanford Research Institute, les protocoles se durcissent. On ne veut plus de témoignages,
on veut des preuves, on ne veut plus de magie, on veut une méthode. Un protocole reproductible, quasi scientifique, qui permettrait de transformer cette capacité étrange en un véritable outil de renseignement. Et c'est ainsi que naît le remote viewing moderne, un mélange déroutant de rigueur militaire et d'exploration intérieure. Les viewers, ces hommes et ces femmes capables de projeter leur perception, sont soumis à des tests en double aveugle. Personne dans la pièce ne connaît la cible. Parfois, la cible n'est même pas encore choisie au moment où la séance commence. Elle est tirée au sort par un ordinateur dans un bâtiment séparé des heures plus tard. Et pourtant, les résultats continuent de tomber, troublants, dérangeants. Il y a eu cette fois où un viewer a décrit avec une précision chirurgicale une grue géante soviétique, un type de machine dont l'existence n'était même pas soupçonnée par les services de renseignement classiques. L'information était tellement précise qu'elle a déclenché une enquête interne. On a d'abord cru à une fuite, à une taupe au sein du Pentagone. Mais non, l'information ne venait pas d'un agent double. Elle venait d'une conscience apparemment libérée des contraintes de l'espace. Il y a eu cette autre fois où un viewer a localisé un avion espion soviétique craché dans la jungle africaine, perdu pour tout le monde depuis des semaines, au point que les satellites n'arrivaient pas à le repérer. Le viewer a donné des coordonnées. L'avion était là, comme s'il l'avait vu à travers les nuages, la canopée et le métal tordu. Alors, forcément, ce genre de résultat pose un problème. Un problème qui dérange autant les matérialistes convaincus que les agents secrets chargés de défendre la nation. Parce que si c'est vrai, c'est que la réalité ne fonctionne pas comme on nous l'a toujours appris. Mais je dois être honnête avec vous. Présenter uniquement ses succès serait trompeur. Ce serait vous manipuler en vous cachant une part essentielle de l'histoire. Car en face, il y a le scepticisme, froid, méthodique, impitoyable. Les critiques n'ont jamais cessé. Des scientifiques, des magiciens professionnels, des commissions d'enquête ont épluché les rapports du programme Stargate et ils ont trouvé des failles, des protocoles qui n'étaient pas toujours parfaitement étanches, des dessins trop vagues qui pouvaient correspondre à presque n'importe quoi si on les interprétait avec assez de bonne volonté, des biais de confirmation, des sessions ratées et nombreuses que l'on oubliait commodément pour ne retenir que les coups de génie. Le plus célèbre de ces critiques est peut-être le rapport commandé par la CIA elle-même au milieu des années 90, confié à un institut indépendant. Sa conclusion, les résultats du remote viewing ne sont pas suffisamment fiables pour justifier une utilisation opérationnelle par les agences de renseignement. Le programme a été fermé, les dossiers ont été archivés, et l'histoire officielle s'est refermée sur cette phrase rassurante. Il n'y avait rien de valable, juste de l'auto-illusion à grande échelle. Mais est-ce vraiment la fin de l'énigme, ou est-ce simplement l'endroit où la discussion devient vraiment intéressante ? Parce que dire que le phénomène n'est pas fiable, ce n'est pas dire qu'il n'existe pas. Dire qu'il n'est pas reproductible à la demande, ce n'est pas expliquer comment, même une fois, une conscience humaine a pu décrire un anneau planétaire avant qu'une sonde ne l'atteigne. Comment, même une fois, un homme a pu localiser une base secrète à des milliers de kilomètres sans aucune information préalable. Le scepticisme explique pourquoi il ne faut pas croire trop vite, mais il n'explique pas l'anomalie elle-même. Il efface le mystère, il ne le résout pas. Et c'est exactement ici que l'histoire bascule. Parce que le véritable secret du programme Stargate n'est peut-être pas dans ses succès, ni dans ses échecs. Il est dans la question qu'il nous oblige à poser une fois que l'on a accepté l'idée que quelque chose, aussi ténu et insaisissable soit-il, a bien eu lieu.
qu'est-ce que cela implique sur la structure même de la réalité. Si l'information peut être perçue sans passer par les sens, c'est qu'elle n'est pas confinée à un point de l'espace-temps. C'est qu'elle existe peut-être partout à la fois, accessible non pas à notre corps, mais à une part de nous-mêmes qui semble échapper aux lois ordinaires de la matière. Alors s'ouvre une possibilité vertigineuse, une hypothèse que la science d'avant-garde commence à peine à effleurer. Et si le cerveau n'était pas la source de la conscience, mais son véhicule? Et si, plutôt que de créer notre expérience du monde, il la filtrait comme un poste de radio capte une onde qui existait déjà, indépendante, invisible, présente partout? C'est une idée qui change tout. Et c'est précisément là que nous allons plonger maintenant, dans une dimension où la physique quantique et les traditions spirituelles millénaires se rencontrent. Au bord d'un abîme de questions qui attend, silencieux, depuis la nuit des temps. Le problème n'est plus de savoir si le remote viewing est réel. La véritable question, celle qui s'infiltre sous la peau et refuse de vous lâcher, est bien plus dérangeante. Comment une chose pareille pourrait-elle seulement être possible? Quelle structure de la réalité permettrait à une conscience humaine, enfermée dans une boîte crânienne, de voyager en esprit jusqu'aux anneaux de Jupiter ou au cœur d'une base secrète soviétique? Si l'on prend ces expériences au sérieux, ne serait-ce qu'une seconde, on est obligé de remettre en cause le présupposé le plus fondamental de notre existence, l'idée que notre esprit est ici et que le monde est là-bas. Ce que le remote viewing murmure à l'oreille de ceux qui veulent bien l'entendre, c'est que la conscience n'est peut-être pas un phénomène local, pas une petite flamme tremblante, allumée, puis éteinte par la biochimie du cerveau, mais plutôt une réalité plus vaste, une sorte de champ, un espace invisible où l'information ne connaît ni distance ni durée. C'est une idée vertigineuse. Et pourtant, elle n'est pas née dans les laboratoires de la CIA, elle a des racines bien plus anciennes, qui plongent dans les profondeurs de la psychologie et de la physique contemporaine. Pour commencer à entrevoir ce que cela signifie, il faut faire un détour, quitter un instant les agents secrets et les laboratoires californiens, et se tourner vers un homme qui n'a jamais dessiné de base militaire, mais qui a passé sa vie à cartographier les territoires invisibles de l'âme humaine. Carl Gustav Jung. Jung n'était pas un espion, c'était un explorateur de l'intériorité. Et au cours de sa carrière, il a été confronté à un phénomène qui l'a hanté jusqu'à sa mort. Il l'a appelé la synchronicité. Un mot savant pour décrire une expérience que nous connaissons tous intimement, mais que nous osons rarement prendre au sérieux. Vous pensez à une personne que vous n'avez pas vue depuis des années, et à cet instant précis, votre téléphone sonne. C'est elle. Vous rêvez d'un événement improbable, une image forte, un accident, une rencontre. Le lendemain matin, la scène se déroule sous vos yeux avec une fidélité qui vous glace le sang. La raison classique appelle cela une coïncidence, un simple jeu de probabilité dans un univers aléatoire. Et c'est souvent le cas, bien sûr, mais Jung a passé des décennies à étudier des cas si spectaculaires, si chargés de sens pour la personne qui les vivait, que l'hypothèse du hasard devenait, selon ses propres mots, plus miraculeuse que celle d'une connexion invisible. Il en est venu à une conclusion radicale. Il a suggéré que la réalité ne se limite pas à la matière, à l'espace et au temps, qu'il existerait un ordre sous-jacent, une couche plus profonde de l'être où la distinction entre le mental et le physique n'a plus de sens. Un lieu où un événement intérieur, une pensée, une intuition, peut se refléter instantanément dans le monde extérieur, non pas par un lien de cause à effet, mais par une simple résonance de sens.
Cette couche profonde, Jung l'a appelée l'inconscient collectif, un espace psychique partagé par toute l'humanité, un océan d'images et d'informations où les siècles et les continents se dissolvent. Et si cet océan existe vraiment, alors la vision à distance n'est plus un phénomène paranormal. Elle devient une simple navigation, une écoute des profondeurs. Mais Jung était psychologue, pas physicien. Il pouvait décrire le phénomène, le cartographier, mais il ne pouvait pas l'expliquer. Il lui manquait un modèle de l'univers qui permette à une telle chose d'exister sans violer toutes les lois connues de la nature. Ce modèle, c'est un autre homme qui l'a fourni, un physicien, l'un des plus grands du XXe siècle, David Bohm. Bohm a passé une partie de sa vie à dialoguer avec Einstein, avant d'aller beaucoup plus loin que son illustre aîné. Il regardait les équations de la physique quantique, ces équations qui décrivent le comportement étrange des particules, capables d'influencer instantanément leurs jumelles, à l'autre bout de l'univers, comme si la distance n'existait pas. Et il s'est dit que quelque chose clochait dans notre conception de l'espace. Alors il a proposé une vision du cosmos qui est tout simplement renversante. Imaginez un instant que l'univers visible, celui que nous touchons, que nous mesurons, que nous habitons, ne soit qu'une sorte d'hologramme, une projection en 3 dimensions déployée à partir d'une réalité plus fondamentale, plus vaste, où l'espace et le temps tels que nous les connaissons n'existent pas. Il a appelé cela l'ordre implicite, un océan d'énergie et d'informations infiniment dense où tout est replié, interconnecté. Le passé, le présent, le futur, ici et là-bas, vous et moi. Et la réalité que nous percevons, l'ordre explicite, ne serait que la surface déployée de cet océan, comme un motif qui émerge de la mer avant de s'y résorber à nouveau. Dans un univers pareil, la séparation est une illusion. La distance est une convention de la perception. Chaque fragment de la réalité contient déjà, d'une manière implicite, la totalité de l'information. Alors, percevoir à distance ne serait pas un exploit. Ce serait simplement la restauration, fugace et imparfaite, d'une capacité naturelle de la conscience à lire directement dans l'ordre implicite. Le cerveau ne produirait pas l'information, il la capterait. C'est ici qu'une autre voix rejoint le cœur, une voix plus discrète, plus mystique, mais dont l'écho est immense pour ceux qui la découvrent, celle d'Isaac Bentov. Bentov était un inventeur, un scientifique, un contemplatif. Il a proposé une image qui est restée gravée dans l'esprit de milliers de chercheurs de vérité, celle du cerveau comme un poste de télévision. Quand vous regardez un film, personne ne croit que les acteurs sont à l'intérieur du poste. Personne ne pense qu'en brisant l'écran, on détruira les personnages. Le téléviseur est un récepteur. Il capte un signal et le traduit en images et en sons. Et si notre cerveau fonctionnait de la même manière, s'il n'était pas un créateur de conscience, mais un récepteur sophistiqué, un filtre biologique, syntonisé pour capter un champ de conscience universel et le traduire en une expérience individuelle, privée, limitée. Alors, quand le corps meurt, l'émission continue. C'est seulement le poste qui s'éteint. Cette hypothèse, que la science officielle refuse encore, a le mérite de rendre compte de phénomènes comme le remote viewing sans les reléguer au rang de miracle. Elle suggère que dans certaines conditions, quand le mental s'apaise, quand le filtre se relâche, la conscience cesse d'être confinée à son point de vue local. Elle goûte à sa nature non locale. Elle voit à travers les murs, les continents, les anneaux des planètes lointaines, parce que dans l'ordre implicite, tout cela est déjà ici, maintenant. Vous sentez peut-être le vertige monter, c'est normal.
c'est le vertige d'un renversement total de perspective. Nous ne sommes plus des îlots de subjectivité jetés sur un océan de matière indifférente. Nous sommes peut-être, littéralement, l'océan lui-même, rêvant qu'il est une vague séparée, oubliant temporairement son immensité pour pouvoir faire l'expérience d'une vie humaine, avec ses limites, ses désirs et son sentiment d'enfermement. Le remote viewing, dans ce cadre, n'est plus un sujet d'étude exotique. C'est un indice, une faille dans le décor, une preuve que la prison est ouverte et que nous en avions simplement oublié l'existence. Une question encore plus personnelle commence à se former. Une question qui ne concerne plus les espions, les physiciens ou les psychologues, mais vous directement dans le silence de votre propre esprit. Si tout cela est vrai, ne serait-ce qu'à l'état d'hypothèse, comment se fait-il que vous en ayez parfois l'intuition ? Peut-être qu'au fond, vous le saviez déjà, pas avec des mots, pas avec des preuves, mais par ces instants étranges qui surgissent sans prévenir, au moment où l'on s'y attend le moins, et qui laissent derrière eux un parfum de mystère que la raison ne parvient jamais tout à fait à dissiper. Ces instants où la réalité semble faire un pli, une inflexion imperceptible, comme si le tissu du monde se froissait un quart de seconde pour laisser passer une lumière qui ne vient pas de l'extérieur. Pensez-y. Avez-vous déjà su, avec une certitude absolue, qui vous appelait avant même de regarder votre téléphone ? Pas une supposition, pas une déduction, une connaissance, immédiate, silencieuse, comme si l'information était déjà là, dans votre espace intérieur, avant que le monde physique ne vienne la confirmer. La sonnerie n'est alors plus une surprise, elle est un écho. Que faites-vous de ces moments-là ? La plupart du temps, vous les oubliez, vous haussez les épaules, vous rangez cela dans la case des coïncidences parce que c'est ce que l'on vous a appris à faire, parce que notre culture entière est bâtie sur un dogme invisible. La réalité est faite de choses séparées. Votre esprit est ici, le monde est là-bas, et jamais les deux ne se rencontrent avant que vos sens ne leur ouvrent la porte. Mais parfois, le dogme se fissure. Parfois, vous ressentez le regard de quelqu'un dans votre dos avant de vous retourner. Et la personne est bien là, en train de vous fixer. Parfois, vous rêvez d'un visage inconnu la veille pour le croiser le lendemain dans une rue où vous n'auriez jamais dû être. Parfois, une intuition si forte vous saisit qu'elle modifie le cours de votre journée, vous pousse à éviter une route, à prendre un train plus tard, à dire un mot plutôt qu'un autre. Et plus tard, vous découvrez que cette impulsion minuscule vous a tenu à l'écart d'un drame. Ces événements ne sont pas rares, ils sont universels. Toutes les cultures, toutes les époques, tous les êtres humains les ont vécus. Nous avons simplement appris à les enfouir sous une couche de scepticisme poli, à les traiter comme des anomalies sans importance, des bugs dans la matrice d'un monde mécanique. Mais si le remote viewing n'était que la version extrême, spectaculaire et contrôlée de cette capacité ordinaire que nous utilisons tous sans le savoir. Et si la vision à distance n'était pas un don étrange réservé à quelques initiés, mais la manifestation amplifiée d'une faculté naturelle, aussi naturelle que la respiration, mais que nous avons désappris à écouter. Regardez votre vie, regardez-la vraiment. Combien de coïncidences trop parfaites, pour être honnête, avez-vous balayé d'un revers de main ? Combien de « je le savais » avez-vous prononcé sans vous arrêter sur le sens profond de cette phrase ? Que signifie-t-elle exactement, cette petite expression que nous utilisons sans y penser ? Je le savais. Savoir avant de savoir. Connaître avant que l'information ne soit disponible. Comme si une partie de vous était déjà au courant et que le reste de votre être mettait simplement du temps à la rattraper. C'est peut-être cela la conscience non locale,
traduite dans le langage humble de l'expérience quotidienne. Ce n'est pas un concept abstrait réservé aux physiciens et aux mystiques. C'est le murmure constant d'une réalité plus vaste qui cherche à se faire entendre à travers le bruit de nos pensées ordinaires. C'est la petite voix qui ne crie jamais, mais qui ne se trompe pas souvent. Alors, bien sûr, on peut continuer à ne pas l'écouter, continuer à croire que nous sommes des îles, des bulles de subjectivité enfermées dans des crânes, séparées les unes des autres par des abîmes infranchissables de vide et de silence. C'est plus confortable, c'est plus rassurant. Cela nous donne l'illusion de contrôler quelque chose. Cela nous évite de nous poser la question la plus dangereuse de toutes. Mais une fois que l'on a goûté à cette autre possibilité, une fois que l'on a entrevu ne serait-ce qu'une seconde, que nous baignons peut-être dans un océan d'informations et de sens qui relie tout à tout, il devient difficile de faire marche arrière. On ne désapprend pas ce genre de soupçons. Il travaille en silence. Il mine doucement les murs de la prison mentale dans laquelle nous vivions sans le savoir. Et l'on commence à regarder le monde différemment. Les murs de la pièce où vous vous trouvez en ce moment même ne semblent plus aussi solides. L'écran sur lequel vous regardez cette vidéo n'est plus une barrière. La distance qui vous sépare des êtres que vous aimez devient une convention, une habitude de perception, et non une réalité absolue. Que se passerait-il si vous preniez au sérieux, ne serait-ce qu'une journée, l'idée que votre conscience n'est pas confinée à votre cerveau, que votre esprit n'est pas un produit, mais un récepteur, que vous n'êtes pas en train de regarder le monde, mais que vous êtes le monde en train de se regarder lui-même à travers vos yeux. Peut-être que rien ne changerait en apparence, et peut-être que tout changerait. Peut-être que le monde continuerait de tourner comme avant, avec ses banalités et ses urgences, ses joies et ses peines. Mais peut-être aussi que, sous la surface, vous sentiriez que quelque chose s'est réveillé. Une présence silencieuse, une attention plus vaste, un sentiment étrange et familier à la fois, comme lorsqu'on retrouve une maison que l'on croyait avoir perdue depuis l'enfance. Le remote viewing n'est qu'un indice, une petite fissure dans la paroi de notre consensus. Mais derrière cette fissure, il n'y a peut-être pas le néant ou l'absurde. Il y a peut-être une lumière que l'humanité connaît depuis toujours, qu'elle a peinte sur les parois des grottes, chantée dans les temples, murmurée dans les traditions orales et qu'elle redécouvre aujourd'hui timidement dans le langage maladroit de la science d'avant-garde. Nous sommes peut-être bien plus que ce que l'on nous a dit, bien plus que des corps, bien plus que des cerveaux, bien plus que des histoires provisoires coincées entre une naissance et une mort. Et si tout cela était vrai, même un peu, même à peine, même juste assez pour que le doute s'installe, alors la question n'est plus de savoir comment voir à distance. La véritable question, celle qui va rester avec vous longtemps après que ces mots se seront tus, c'est celle-ci. Si ta conscience n'est pas enfermée dans ton cerveau, où est-elle en ce moment même ?